Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège Le Bernica. Bienvenue pour une nouvelle émission sous forme de cours de géographie, ce matin consacré au deuxième volet du chapitre intitulé « Aménager pour réduire les inégalités croissantes ». C'est un chapitre consacré à l'aménagement du territoire en France. Après avoir vu une étude de cas consacrée à la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et un premier thème sur les inégalités territoriales en France, on va voir aujourd'hui les enjeux de l'aménagement du territoire et les acteurs, et on terminera cette séance par un schéma de synthèse. Pour commencer ce travail, on peut revenir au projet que l'on avait vu à Bordeaux, et notamment au projet urbain intitulé Euratlantique à Bordeaux, dans le quartier Saint-Jean-Belsier. On va prendre le document 9, page 275, un texte qui nous rappelle la façon dont on projette d'aménager ce quartier à Bordeaux. Document 9, c'est un texte qui émane probablement de l'aménageur, intitulé Bordeaux Euratlantique, un projet métropolitain et européen 2013. Le principal enjeu métropolitain est de produire du logement abordable, maîtrise des prix et de qualité pour tous, en favorisant la diversité des populations et des usages de la ville au sein d'un même quartier. Favoriser la diversité des populations, ça nous rappelle la définition de mixité sociale qu'on avait vue à la leçon précédente. Je continue. Les logements doivent répondre aux besoins de la société actuelle. 2 points. Plus de grands logements, familles nombreuses et recomposées, colocation, accueil de parents âgés, etc. Des logements qui privilégient l'ouverture sur l'extérieur, loggia c'est-à-dire une varangue, terrasse, la mutualisation d'espaces fonctionnels, c'est-à-dire la mise en partage d'espaces fonctionnels comme les parkings, la buanderie, ça peut être aussi des jardins d'ailleurs, et de services de proximité. 105 000 m², soit environ 1500 logements, seront construits sur la première phase de la ZAC. Alors ZAC, ça veut dire zone d'aménagement concerté, c'est-à-dire en association avec les élus, les propriétaires, etc. Première phase de la ZAC, Bordeaux-Saint-Jean-Belsier. Des résidences pour les étudiants et les personnes âgées sont programmées, on se rappelle mixité sociale. Ces structures seront accompagnées de l'aménagement d'espaces publics et paysagers, d'un groupe scolaire, d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'une piscine et d'une clinique à proximité des jardins de Lars que l'on retrouve sur le plan. Et là, on retrouve l'autre définition que nous avions vue, c'est-à-dire mixité fonctionnelle. On a du logement, mais on a aussi des services, loisirs, crèches, piscines, cliniques, etc. Il est donc utile de lire ce document pour se rappeler les formes d'aménagement urbain que l'on avait vues à Bordeaux. Chose étonnante d'ailleurs, c'est assez nouveau, on prévoit plus de grands logements. Et ça, c'est une évolution effectivement des pratiques. On parle de familles nombreuses, alors ça c'est pas trop le cas. Par contre, la notion de famille recomposée correspond à une évolution sociale, puisqu'il y a de plus en plus de divorces, donc il y a des recompositions familiales qui se font. La notion de colocation aussi, qui est de plus en plus pratiquée chez les étudiants, notamment pour faire des économies de logement. On prévoit des logements plus grands. Si on regarde ce qui a été fait dans les logements à Saint-Denis, on a beaucoup de studios, et aujourd'hui ces studios ont un peu de mal à trouver des locataires, puisque les jeunes préfèrent prendre des logements plus grands, avec donc plus de confort, en colocation. Là aussi, vous voyez que l'aménageur prévoit des ouvertures sur l'extérieur, avec des varangues, des terrasses. Ça, c'est également nouveau. Et dans la mutualisation d'espaces fonctionnels, on parle de parking, mais de plus en plus, maintenant, on prévoit des jardins partagés par les différents locataires d'un immeuble.
Il y a eu comme ça des expériences intéressantes à Paris où des aménageurs rachetaient des entrepôts avec une cour intérieure par exemple pour en faire des logements appelés lofts, la cour intérieure devenant un espace de partage entre les différents locataires où ils pouvaient se retrouver pour dîner, déjeuner, boire un verre ou discuter. On voit donc ici que la dimension sociale dans l'aménagement urbain est une variable qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui. Alors l'État français a une politique d'aménagement. Cette politique porte un nom, vous pouvez la noter sur votre fiche, ce qu'on appelle la politique de la ville en France. La politique de la ville. Et cette politique cherche par exemple à développer la mixité sociale. La mixité sociale dans les aires urbaines. La mixité sociale dans les aires urbaines. Pour certains quartiers, c'est compliqué, c'est difficile. Donc on a des quartiers dits défavorisés, souvent en banlieue, mais pas seulement. On a des quartiers qui accumulent des difficultés. Parfois ce sont des centres anciens, plus ou moins abandonnés. Donc l'État français a mis en place cette notion de quartier prioritaire qui correspond à la politique de la ville. Il y a 1500 quartiers prioritaires en France, il y en a 200 en Outre-mer. Dans ces quartiers vont être appliquées des mesures en faveur du logement, en faveur de l'emploi, du développement économique, de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de l'enseignement scolaire pour la promotion de l'égalité des chances. On peut donc noter cette politique des quartiers prioritaires soutient 1500 quartiers en difficulté en France. On peut quitter la ville et aller voir ce qui se passe à la campagne à l'aide du document 2, page 277. Ce document, c'est une brochure du Commissariat général à l'égalité des territoires, qui date de 2015, un document intitulé L'aménagement des territoires ruraux. Donc en note, on a quelques actions d'aménagement mises en place par le Commissariat général à l'égalité des territoires pour améliorer le quotidien des habitants et l'attractivité des territoires ruraux, c'est-à-dire des territoires de faible densité, souvenez-vous. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a du côté de l'enseignement 100% des écoles couvertes par un projet éducatif territorial. On a également des plateformes de mobilité qui permettent d'améliorer les transports et la connexion de ces territoires. En haut à droite, on a une politique également pour développer le haut débit par satellite. On a également 1000 maisons ou pôles de santé ouverts. Ça, c'est un problème, puisque dans les campagnes et dans les petites villes rurales, on a plutôt tendance aujourd'hui à fermer les hôpitaux. Donc de l'argent pour l'investissement des communes, de l'argent également pour maintenir les petites stations-service, c'est vrai, dans les campagnes. On a le prêt au zéro pour les gens qui sont défavorisés dans les régions rurales. Ils peuvent emprunter pour construire, par exemple. 200 médecins supplémentaires formés aux soins d'urgence. Là aussi, c'est un problème pour les territoires ruraux. Le vide médical créé par l'absence de médecins. Donc on a quelques pistes ici d'aménagement rural. Donc on a une politique de l'État qui va définir des zones qu'il faut aider. C'est ce qu'on appelle les zones de revitalisation rurale. On peut noter sur votre fiche, document 2, page 277, les espaces ruraux en déclin. Les espaces ruraux en déclin sont soutenus par une politique de zones de revitalisation rurale, ZRR, qui apporte une aide économique et au maintien des services poste, hôpital, école. C'est assez contradictoire parce que l'État cherche d'un côté à faire des économies en fermant certains services comme la poste ou l'hôpital ou l'école, et en même temps il y a des aides. On ne comprend pas très bien ici où est la logique. Vous voyez ici qu'à travers les deux thèmes qu'on vient de voir, l'enjeu de l'aménagement, c'est un enjeu de rééquilibrage et d'aide aux territoires défavorisés ou en déclin.
On va évoquer maintenant la politique des transports en France. L'étude qu'on a faite sur la LGV Sud-Europe-Atlantique va nous aider. Une politique des transports, on peut noter, qui cherche à mieux relier les territoires. On l'avait vu, là il fallait relier Tours à Bordeaux et indirectement Paris à Bordeaux. Et à une échelle plus vaste, le sud-ouest de la France au reste du territoire national, voire au reste de l'Union européenne. On peut noter une politique des transports qui cherche à mieux relier les territoires entre eux, est aussi un enjeu de l'aménagement du territoire. Cette liaison, cette connexion est aujourd'hui un atout qui est avancé dans le développement économique. Si on reprend le document 1, page 272, qui était la carte nous montrant la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, on voit que là, on a un bel exemple d'aménagement de transport. Donc on peut noter sur votre fiche la réalisation de la ligne à grande vitesse, LGV ferroviaire entre Paris et Bordeaux en est un exemple. Elle concurrence le transport aérien, on l'avait vu, pour la durée de transport, 2 heures pour faire Paris-Bordeaux. Ces gares sont mieux connectées au centre-ville. Ça, c'est l'atout aussi du transport ferroviaire. En effet, lorsque vous allez prendre l'avion, vous devez quitter le centre-ville pour vous rendre à l'aéroport qui est dans la périphérie. Et là, vous avez un temps de transport supplémentaire. Ensuite, il y a l'enregistrement, l'embarquement. Là aussi, ça prend un certain temps. Et de ce point de vue-là, le transport ferroviaire concurrence bien le transport aérien, puisque vous partez d'un centre-ville et vous arrivez dans un autre centre-ville. Vous êtes directement sur place. On peut donc noter également qu'elle est moins polluante, mais on l'avait vu, la construction de LGV bouleverse les paysages ruraux. Elle est moins polluante, mais la construction de LGV bouleverse les paysages ruraux. On pourrait compléter ce travail sur les enjeux de l'aménagement du territoire en prenant le document 1, page 277. Je ne voulais pas mentionner sur la fiche. Ce serait intéressant de se rappeler en quoi consiste la politique d'aménagement. Et là, c'est l'exemple régional du Limousin. Document 1, page 277. On va le lire. Le développement s'appuie sur tous les territoires qui le composent. Chacun a un rôle à jouer. L'articulation est nécessaire entre les différentes politiques de l'Union européenne, les politiques nationales, régionales, départementales. L'équité territoriale est un principe qui consiste à aider les territoires qui en ont le plus besoin pour viser l'égalité et l'équilibre. L'équité est un principe fondateur des politiques territoriales régionales. En effet, si l'égalité parfaite des territoires est immédiatement inaccessible, la région veut, en revanche, favoriser l'égalité des chances par une prise en compte des réalités locales. À ce titre, elle considère qu'elle doit soutenir les collectivités les plus fragiles dans leurs projets, qu'elle doit accompagner des actions spécifiques de développement local dans les territoires. Cela se concrétisera par la mise en œuvre de logiques de rééquilibrage de ces actions au profit des territoires les plus fragilisés, en particulier par la prise en compte d'un souci de justice territoriale. Et on pense pour nous, à La Réunion par exemple, à ce dispositif de continuité et d'aide au transport aérien pour se rendre en métropole, compte tenu de la discontinuité territoriale qu'il existe entre La Réunion, région d'outre-mer, ultra-périphérique et la métropole. Pour terminer sur les enjeux de l'aménagement du territoire, j'aimerais faire un petit bilan. Finalement, aménager, c'est modifier, transformer un espace, un territoire, pour répondre à certains besoins, à certaines attentes. Ceci pour réduire généralement des inégalités territoriales. Cet aménagement peut se faire en direction du logement, avec des nouveaux quartiers, on l'a vu, mais parfois aussi avec de la réhabilitation, c'est-à-dire de la rénovation d'anciens quartiers, en direction des transports, on l'a vu, en direction des activités économiques, agricoles, industrielles, de services,
où on va aménager des espaces, des territoires économiques, mais ça peut être aussi aménagé pour protéger la nature. Certains choix d'aménagement peuvent être faits. Ils doivent répondre aux attentes actuelles, mais aussi aux attentes futures. Ces choix doivent se faire dans une perspective de développement durable, c'est-à-dire adaptés aux générations futures, et adaptés aussi à une préservation de notre espace de vie, en l'occurrence la planète Terre. Ces choix doivent respecter le patrimoine historique et architectural. Peut-être l'avez-vous vu dans la vidéo que je vous ai envoyée sur la LGV, où on voit à un moment des fouilles archéologiques qui sont faites sur l'emprise de la future voie de chemin de fer. C'est ce qu'on appelle des fouilles de sauvetage, où on va essayer de sauver le patrimoine archéologique qui va être recouvert par l'aménageur. On l'avait vu aussi du côté de Grandfond, lorsqu'ils ont fait de nouveaux immeubles à côté de la cheminée de l'ancien four à chaux, il y a eu des fouilles archéologiques de sauvetage qui ont été faites. Donc respecter le patrimoine, respecter aussi l'environnement, c'est vrai que c'est important. Ces choix d'aménagement doivent contribuer également au maintien d'une vie sociale harmonieuse. Mais je pense que l'aménagement aujourd'hui ne doit pas oublier aussi de ménager l'espace. L'aménager certes, mais aussi le ménager, c'est-à-dire ne pas le gaspiller. L'État, les services publics, les collectivités territoriales limitent l'étalement urbain et le mitage de l'espace en concentrant plutôt les implantations urbaines pour ne pas gaspiller l'espace. Et notamment ne pas gaspiller dans ces cas-là l'espace agricole. Concentrer l'habitat, ça fait une économie d'espace, mais ne pas oublier de ménager aussi des espaces verts, des espaces de respiration qui sont utiles pour l'équilibre écologique, mais aussi pour un environnement social plus agréable. On va terminer cette leçon avec la 4e partie, intitulée « Les acteurs de l'aménagement du territoire ». Pour se rappeler ces acteurs, on peut reprendre le document 3, page 272, qui étaient les financeurs de la LGV. Parmi ces acteurs, en l'occurrence des financeurs ici, il faut tout d'abord indiquer l'UE, l'Union européenne, qui est le premier financeur de l'aménagement du territoire français. C'est assez étonnant, mais l'Union européenne peut subventionner une quantité assez importante d'aménagement en France. Deuxièmement, on a l'État français, l'État avec un E majuscule, mais cet État français n'est plus le seul acteur. On a des collectivités territoriales. On va prendre la définition de collectivité territoriale, page 280. Collectivités territoriales, ce sont les communes, les départements ou les régions. Donc l'État va demander à ces collectivités locales ou territoriales de prendre en charge le financement de certains aménagements. Et cette procédure-là est le résultat de ce qu'on appelle la décentralisation. Donc page 280, vous avez également la définition de décentralisation, transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, communes, départements, régions. La décentralisation a eu lieu en France au début des années 80. Souvent, il y a aussi un transfert de fonds. L'État subventionne les régions ou autorise les régions, les communes à percevoir une partie des taxes pour se financer elles-mêmes et prendre en charge ces dépenses. Donc on peut noter, l'État français n'est plus le seul acteur. Avec la décentralisation, donc c'est un mot de vocabulaire à apprendre que vous pouvez souligner en rouge. Décentralisation. Les collectivités territoriales, également un terme de vocabulaire à connaître. Les collectivités territoriales, vocabulaire page 280. Comme les régions, vous avez également un vocabulaire concernant les régions, page 280. Région, territoire administratif intermédiaire situé entre l'échelle locale, c'est-à-dire la commune et le département, et l'échelle nationale, le pays. Collectivité territoriale, depuis 1982, elle est dirigée par un conseil régional. Donc on reprend la phrase.
Avec la décentralisation, les collectivités territoriales comme les régions ont en charge de nombreux aménagements. On avait vu également que dans le disque, sur le financement de la LGV, on avait également l'ISEA, un groupement d'investisseurs privés. Donc on peut rajouter des acteurs privés peuvent être associés, voire, entre parenthèses, le partenariat public-privé, PPP, de la ligne à grande vitesse, LGV, Sud-Europe-Atlantique, SEA. On peut rajouter également que dans ces acteurs, les habitants des communes, sont des acteurs influents car ils participent aux enquêtes d'utilité publique. Lorsqu'on y a un aménagement qui est prévu, il peut y avoir une enquête d'utilité publique. Par exemple, qu'une enquête d'utilité publique était proposée ici à Saint-Gilles-les-Hauts en vue de l'installation d'un pylône de retransmission pour téléphone portable. Donc les gens pouvaient aller en mairie, s'exprimer, dire leur avis ou donner des idées. Donc les habitants sont des acteurs influents qui participent aux enquêtes d'utilité publique et peuvent être une force de proposition ou d'opposition d'ailleurs à ce niveau-là. Pour terminer cette leçon, je vous ai proposé de compléter le schéma que vous avez en bas de la fiche 2. C'est un schéma qu'on retrouve sous cette forme-là, page 281. Mais on peut également s'inspirer du document 1, page 278, qui est un petit peu plus fourni. Alors, qu'est-ce que je vous conseille d'avoir en tête? Vous avez deux parties dans la légende. Vous avez une première partie intitulée « Contraste et dynamique du territoire ». Contraste, ce sont les différences. Les différences, ce sont donc les inégalités. Donc, c'est ce qui va motiver dans la deuxième partie de la légende les aménagements. S'il y a inégalité, on va tenter de réduire les déséquilibres par des aménagements. C'est intéressant parce que ça peut aussi vous aider à construire une partie rédigée. Quelles inégalités, quels aménagements en France? On va commencer par l'aspect urbain. Vous avez des centres. Ces centres urbains concentrent la population et les activités. On a un réseau dominant de métropoles. Bon, c'est une forme d'inégalité. Ensuite, vous avez des espaces dynamiques. Alors là, on a simplifié. On avait surtout parlé de la façade ouest et du sud. Là, il simplifie un peu sur ces espaces dynamiques. On avait aussi parlé de toute la région parisienne, qui était de façon un peu plus détaillée considérée comme un pôle territorial en France. Mais ces espaces dynamiques, ils les opposent, vous voyez, à cette diagonale qui traverse la France. On retrouve ce qu'on avait vu en classe, la diagonale du vide, diagonale, les faibles densités, mais aussi d'une activité moindre, avec la région toulousaine qui est un petit peu l'exception dans cette schématisation. On a également des espaces bien intégrés au corps économique de l'Union européenne. Vous voyez, dans l'Est et le Nord, on en avait parlé, en disant que malgré tout, le Nord et la Lorraine étaient des régions aussi qui avaient été en crise et qui étaient aidées à leur reconversion. Et puis, on a des façades maritimes qui sont là plutôt des zones de communication avec l'extérieur, des interfaces dans le cadre de la mondialisation. L'outre-mer n'apparaît pas sur ce schéma, c'est dommage. L'outre-mer est considéré comme des régions périphériques en difficulté qu'il faut aider. Alors, deuxième partie de la légende, vous avez des aménagements pour développer des territoires et réduire les inégalités. Alors, on a les principaux axes de transport. On se rappelle que l'axe principal en France, c'est l'axe Paris-Lyon-Marseille. On emprunte le sillon rhodanien et on n'a pas de difficulté de relief pour parcourir cet axe. Tandis que l'axe transversal Bordeaux-Lyon est un axe là qui est peu emprunté à cause du massif central et de cette diagonale des faibles densités et d'activité économique moindre. On retrouve quand même l'axe Paris-Bordeaux. Et puis le troisième axe, ce serait l'axe Paris-Strasbourg également, qui est important. Bon, quand je dis Paris-Lyon-Marseille continue ensuite vers l'Espagne et vers l'Italie, et au nord continue vers l'île, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Ensuite, vous avez un petit triangle pour les principaux aéroports, donc moyens de transport. Les quartiers prioritaires, donc on en a ici dans un certain nombre de villes françaises.
Et puis, la diagonale du vide est une zone de revitalisation rurale. On en avait parlé également dans le cours pour indiquer que ces régions sont aidées par l'État. Je vous laisse compléter ce schéma et je vous demande de me le renvoyer. Ce que vous pouvez faire, c'est me renvoyer la fiche de travail, la fiche 2 sur laquelle vous complétez votre schéma. Comme exercice, je vais également vous proposer une partie rédigée. Il faut reprendre la main sur l'exercice partie rédigée qui nous embête toujours un petit peu. Donc là, ce sera l'exercice 2, page 284. Vous avez un guidage. Utilisez votre cours, reprenez les exemples qu'on a vus, essayez de construire une partie rédigée sur pourquoi et comment des politiques d'aménagement sont mises en œuvre à l'échelle du territoire français. Pourquoi chercher du côté des inégalités existantes et comment sur les réalisations et les enjeux d'aménagement. Merci pour votre écoute et à la prochaine fois sur les ondes de Radio ACB.